Allez, ben, je me lance. Bonjour à tous et à toutes. Donc, j'ai la tâche de développer un petit peu le thème du développement du capital humain. Donc, c'est un thème quand même assez large. En quelques minutes, j'ai été sur Internet à essayer de regarder ce qui se faisait là-dessus. Donc, ça il fait en moins d'une minute, j'ai trouvé 4 bouquins. Donc, je les ai pas lus, hein. Mais ça veut dire quand même qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent à ce sujet-là. Et forcément, c'est pas forcément la même chose qu'on va mettre nous dans notre monde de ligne que d'autres personnes qui vont écrire là-dessus. Mais c'est quand même intéressant de voir que c'est un sujet aujourd'hui qui est assez sur le devant de la scène, on va dire. Alors, on parle de capital humain, mais tous les jours, en fait, il y a quand même une petite dissonance. Tous les jours, vous entendez ça, que l'IA va remplacer les gens au niveau du travail. Donc, à quoi ça sert de développer le capital humain si l'IA va faire mieux que nous? On voit aussi que dans les industries, la partie automobile, c'est quand même une industrie qui est aujourd'hui en crise. Depuis 2019, Citroën a divisé sa part de marché par 3. Donc il y a quand même aussi des enjeux, il y a des licenciements, on le voit aussi pareil tous les jours. Et même dans les secteurs où ça va bien, l'aéronautique, hein, ils sont pleins, carnet de commandes plein pour 10 ans. Il y avait une annonce, je crois, hier ou avant-hier de Safran qui, au lieu de développer son usine en France, est en train de développer une usine au Maroc, donc avec des objectifs de délocalisation assez clairs et transparents. Il y a pas de souci. Et en même temps, qu'est-ce qu'on voit Je reviens sur Toyota. On voit que Toyota, en Europe, ils sont en train de battre tous les records aujourd'hui. Et pas simplement une année, c'est 2023, 2024, 2025 qui sont en avance. Et c'est pas simplement les ventes, puisqu'ils sont capables de produire en France des petites voitures hybrides. Ils sont capables d'annoncer qu'ils vont aussi produire en Europe un véhicule électrique. Donc c'est un peu à rebours de tout ce qu'on voit. Donc on peut parler de crise, on peut parler de difficultés sociales, etc. Tout ce qu'on voit en France. On a un exemple de Toyota qui aujourd'hui surperforme le marché. Donc quelle est la raison? Alors c'est tout ce qu'ils font du TPS et Lean, on est là pour ça. Mais bon, quelle est la raison fondamentale en fait? C'est comment ils arrivent à faire ça? C'est la question. Donc pour essayer de répondre un petit peu à cette question, je vais vous amener avec moi au Japon. Donc, j'ai la chance tous les 2 ans avec des patrons en ligne et des sensei de faire des voyages d'études au Japon où on va visiter les usines Toyota, on va visiter les fournisseurs. On a des gens qui nous font aussi des conférences et on est obligé d'y revenir parce que vous savez très bien, le Lean c'est l'apprentissage continu, donc c'est jamais fini. À chaque fois qu'on y va, on apprend quelque chose de nouveau. Et là, on a eu la chance d'avoir une conférence, une lecture de Seishiro Adachi. C'est la personne qui a été en charge de monter l'usine donc Toyota en Europe, qui a atterri à Onin. Mais à l'époque, il avait feuille blanche. On lui a dit, va monter une usine en Europe. Voilà, c'est OK des charges. Et donc, il nous a expliqué un petit peu tout son parcours. C'était assez intéressant. Et il nous a donné la formule magique de Toyota. Donc la formule magique, elle est pas extraordinaire, hein, c'est le profit égale volume fois le prix moins le coût. Voilà ce qu'il nous dit. Ok. Alors qu'est-ce que ça veut dire là-dessus? Alors il nous a expliqué un petit peu, c'est que effectivement le profit se découpe en volume et prix moins coût. Le volume, on peut faire quelque chose dessus. Si on est bon, on est capable de faire plus de produits, donc de vendre plus de produits, donc on augmente le volume. Donc il faut jouer sur cette variable. Le prix, est-ce qu'on peut jouer sur cette variable? Alors oui, dans certaines conditions, si vous êtes sur un marché où vous êtes dominant, vous pouvez jouer sur le prix, mais à long terme, le prix est fixé par le marché. Donc c'est pas vous, le prix n'est pas une variable dans le spectre de l'entreprise en fait. Donc on va pas aller regarder le prix. Bien sûr qu'on va s'y intéresser, mais c'est pas quelque chose sur lequel on va devoir vraiment travailler. Donc il ne reste plus qu'une seule chose, c'est le coût. Donc ils nous disent, il faut descendre les coûts. Mais quand je vous dis qu'il nous donne cette formule, c'est qu'il nous répète toujours la même chose. Il n'y a que cette formule-là, en fait. Donc, c'est pas toujours évident à comprendre parce que finalement, on fait ça aussi. Ce que je vous ai dit, tout le monde cherche à descendre les coûts d'entreprise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Alors, ils nous disent clairement, hein, de toute manière, tout ça, cette formule ne marche que si elle est adossée au système TPS. Ils l'appellent House of Prosperity. Donc, c'est un système, ils le disent bien, il faut vraiment regarder les mots. Donc, ça veut dire c'est un système, c'est-à-dire on peut pas faire du Lean ou du TPS si on prend un bout du truc. Ça n'existe pas. Le système, vous ne pouvez pas choisir ce que vous faites. Soit vous prenez tout le système, soit vous ne prenez pas tout le système.
soit vous faites, c'est pas la même chose. Donc là, le système notamment, il y a les deux piliers que vous connaissez, flux tiré, JDoka. Donc le lean est forcément, le TPS est forcément corrélé avec ça. Alors il nous dit aussi, le TPS, c'est la recherche d'une productivité plus élevée, mais ça n'a rien à voir avec les méthodes scientifiques de Taylor. C'est le respect de la gestion des personnes. Les employés sont encouragés à participer à des activités de résolution de problèmes de Kaizen. Ça, c'est bien. On a vu toute la journée. Donc, il nous répète ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment, il nous dit, il n'y a pas autre chose. Bon, c'est toujours un peu étonnant quand même de voir ça. Et quand on va sur le terrain, là, c'est un fournisseur de rang 3, Mifune, en fait, ils le font réellement. Donc là, c'est le panneau qu'on voit à l'entrée de l'usine. Donc, regardez, focus on matters. Donc, regardez ce qui est vraiment important. C'est la productivité et les coûts. C'est tout. Il n'y a marqué que ça. Donc, et comment on décline ça? C'est monter le niveau des travailleurs, éliminer les difficultés dans le travail et améliorer la procédure de switch-over, donc le SMED, en fait, le changement d'outil. Puisque là, ils font vraiment des opérations extrêmement simples, mais toutes les 20 minutes, vous avez une séance de SMED assez impressionnante, puisqu'ils sont capables de changer une dizaine de moules, en fait, une dizaine de presses, pardon, sur une ligne en à peu près 3-4 minutes, quoi. Toutes les 20 minutes, ils font ça. Alors, en fait, quand on parle de coûts, c'est quoi les coûts, en fait? C'est ça qu'il faut aller regarder, c'est de quel coût on parle. Et surtout, si on se remet dans notre contexte européen, qu'est-ce qu'on fait, en fait, avec les coûts? Alors, la première solution pour gérer des coûts, c'est ça. Ça, vous l'avez tous connu, là, depuis ces dernières années. C'est juste, on les accepte. Les coûts montent. Qu'est-ce qu'on fait? L'équation est un peu différente. Comment je veux garder mes marges? J'augmente mes prix. Donc, vous avez l'inflation. Et tout le monde en profite. Tout le monde va monter ses prix, ses prix, ses prix. Donc, vous voyez à peu près l'évolution du panier moyen, là, panier de produits. Donc, c'est ce que vous avez. Alors, ça, c'est bien. Certains profitent. On va avoir des profits à court terme. Il n'y a pas de problème, hein, si on fait des bonnes marges. Mais ça va pas dans le bon sens. L'inflation nourrit l'inflation. Forcément, à un moment donné, on n'a plus d'argent. Donc, on va commencer à arrêter d'acheter. Donc, on a une baisse de la demande, perte de part de marché. De toute bien, on sait exactement où ça va. Mais ça continue à exister. On en sort juste. Le deuxième, et d'ailleurs, généralement, après avoir fait la première phase, on attaque la deuxième phase. Puisque, évidemment, il n'y a plus la demande. Donc, maintenant, on arrête d'augmenter les prix. Il faut couper les coûts. Donc, couper les coûts, ça aussi, en Europe, on est spécialiste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je regarde d'un point de vue financier, en fait. Je regarde mes tableaux Excel. Où sont mes coûts? Où sont mes coûts variables? Généralement, c'est la ressource humaine. Donc, je vais dire, on va faire moins, donc je vais délocaliser. Généralement, c'est ce qui se passe. Profit à court terme, licenciement, délocalisation, perte de savoir-faire. Généralement, baisse de la qualité derrière. Donc, il y a énormément de coûts cachés qui sont derrière. Alors, quand on est au Japon, il nous explique, c'est pas ça en fait les coûts. Il nous montre là une situation idéale qui est tout ce dont on a parlé toute la journée, c'est ce qu'on appelle les gaspillages. Mais eux, ils vont nous montrer ça de façon différente. En fait, ils nous expliquent que dans tout travail, alors Motion, c'est la tâche en fait, c'est la tâche de base. Ils vont la découper de façon très claire en ce qu'ils appellent le MUDA, donc les non-valeurs ajoutées, tout ce qui est non nécessaire, on en a parlé aujourd'hui, et tout le travail. Mais dans le travail, on peut continuer à découper, c'est tout ce qui est tâche à non-valeur ajoutée nécessaire, et il reste juste le vrai travail, ce qu'ils appellent genuine work, et ils disent tout ce qui est non-valeur ajoutée, en moyenne, c'est ce qu'ils nous disent, c'est 65% du travail. Donc ça fait un petit peu mal, c'est-à-dire si on se regarde chacun, normalement, chaque personne ici qui travaille fait 65% de son travail, c'est des non-valeurs ajoutées. Donc une fois qu'ils ont dit ça, alors encore une fois, c'est un état idéal, hein, mais une fois qu'ils ont dit ça, en fait, ça devient simple dans leur tête. C'est qu'il faut aller juste à l'attaquer tout le temps, tout le temps, tout le temps, les non-valeurs ajoutées, les 65%. Comme ça, on va forcément baisser nos coûts dans les entreprises. Forcément. Donc, on l'a dit aussi, on a vu ça toute la journée, Kaizen, 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 mais c'est pas du Kaizen un peu de temps en temps, c'est du Kaizen tout le temps, tout le temps, tout le temps, partout, 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 tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il n'y a pas de discussion, c'est comme ça que ça peut fonctionner. Et d'ailleurs, on ne peut pas faire autrement, puisque pour aller chercher les non-qualités dans le travail, on a besoin des gens, puisque c'est eux qui travaillent. Ça a été dit aussi. Mais eux, ils vont chercher, ce qu'ils me disent, c'est le tout petit gain, tous les jours. Donc, ils parlent de 1 cent, ils parlent de 1 seconde, ils parlent de 1 centimètre. Donc, en fait, ils s'en fichent d'aller chercher des grosses choses. Ce qu'ils veulent, c'est de la dynamique continue et du changement de façon de penser. C'est
c'est ce qu'on va voir là-dessus. Donc c'est de l'apprentissage. Alors là, c'est simplement de l'apprentissage partout, tout le temps, comme j'ai dit, par tout le monde. Donc il faut remettre la production, mais il faut aussi remettre l'ingénierie. Donc il y a toutes les techniques de target costing et de Kaizen costing en production, mais c'est continu en fait. Donc souvent on a des visions en France ou en Europe où on va faire du design, et ensuite on s'occupe de l'usine pour aller baisser les coûts dans l'usine. Et en fait, chez eux, ça ne s'arrête pas. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc même la R&D continue à changer les produits quand il y en a besoin pour descendre les coûts. Donc on en arrive à l'équation de Toyota, c'est bien réduire les coûts égale réduire les pertes. Et donc on a bien cette équation, profit égale volume fois prix moins les pertes. Donc là on comprend comment ils peuvent faire du profit continu, développer le savoir-faire, on est obligé, satisfaction des clients, augmentation de la qualité, satisfaction des collaborateurs. Bon, tout ça c'est bien, donc il faut le faire, hein, mais pourquoi on va faire ça en fait? Il y a une raison fondamentale, c'est que tout ça, ça supporte la stratégie de l'entreprise. C'est pas décorrélé, donc les actions du terrain sont forcément corrélées à une stratégie assez claire, et la stratégie de Toyota, ils disent, ça je l'ai pris sur internet, ils appellent Best in Town. Donc je veux être le meilleur partout où je suis. Donc en fait, je n'ai pas une vision globale en fait. On voit Toyota comme une entreprise globale, mais ils veulent être les meilleurs localement à chaque endroit où ils vont vendre une voiture. Donc ça, c'est clairement énoncé. Donc c'est hyper compliqué à faire ça. C'est hyper dur. Pourquoi? Parce que si je veux faire ça, la stratégie produit devient parfaitement claire aussi. Il faut que j'ai la gamme la plus large possible. Parce que si j'achète une voiture en Europe, c'est pas la même chose que si j'achète en Inde ou si j'achète une voiture en Indonésie ou au Maroc. C'est pas du tout la même chose, c'est pas les mêmes clients. Donc il me faut le produit qui va bien partout pour chaque client. Mais ça suffit pas, il me faut aussi l'offre technologique la plus large possible pour que je m'adapte à chaque situation. Voilà, aujourd'hui, il y a une réglementation en Europe qui dit, vous le savez tous, 2035, il n'y a plus de voitures, thermiques. Donc ils disent, nous on n'a rien à faire, en 2035 on sera prêt. Par contre là aujourd'hui, il n'y a aucune intention de vendre des voitures électriques. C'est pas ce que les clients veulent. Donc ils vendent des voitures hybrides. Donc évidemment qu'ils sont forts puisqu'ils vendent les voitures dont il y a besoin maintenant parce que on sait que sur l'électrique il y a encore quelques problèmes. Ils sont parfaitement prêts à basculer sur l'électrique quand il y en a besoin. Mais ils sont toujours en train de travailler toutes les autres technologies. L'hydrogène, ils travaillent, ça marche pas, mais ils continuent de travailler. Donc il n'y a jamais de choix de pari en fait. C'est ça que je veux montrer. Quand on fait des paris, comme certains constructeurs ou certaines entreprises, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Eux, ils sont jamais dans les paris, ils sont toujours en train de faire évoluer les choses. Et le troisième secteur, c'est de dire j'ai une voiture, elle va évoluer tout le temps. Donc je continue à la faire évoluer tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Mais on voit ici, là c'est la Corolla, on voit très très bien l'évolution. Ils ne la lâchent jamais. Donc ils sont capables de comprendre comment je fais évoluer mon produit, toujours pareil, pour baisser mes coûts, augmenter mes fonctionnalités, la valeur client en fait de mon produit. Donc si je reprends un petit peu je redescends un peu de Toyota, je redescends au niveau de mon entreprise. Donc effectivement, Proditech, on l'a dit, c'est une entreprise qui fait des machines de contrôle qualité automatique. Donc on voit l'exemple à droite. En fait, notre objectif, c'est qu'on puisse vraiment comprendre où est la qualité, où est la non-qualité sur le maximum de produits en minimum de temps. Donc là, c'est l'industrie pharmaceutique où on est capable d'aller inspecter plus de 100 objets par seconde pour aller détecter les non-qualités sur les lignes. Alors, Proditech, c'est une PME, on est basé à Pessac, on a à peu près 500 machines dans le monde. On a des gros clients, hein, donc on est une petite entreprise, petite PME de 50 personnes, des gros clients comme AstraZeneca ou comme les monnaies. Aussi, on fait du contrôle qualité sur les monnaies. Avec là, c'est la monnaie du Mexique. On a dernièrement vendu pas mal de machines, 6 machines, je crois. La particularité, c'est qu'on est à l'export, en fait, 95%. Donc, notre concurrence, c'est la concurrence mondiale. Donc, on est à Pessac, on travaille avec les contraintes de Pessac et les avantages aussi de Pessac. Il y en a aussi à côté de Bordeaux, mais nos concurrents, ça va être des Japonais, des Coréens, des Indiens, un Slovène aussi en Europe de l'Est. Donc, on se bat déjà dans un monde tel qu'il existe, tel qu'il arrive. Enfin, les Chinois qui arrivent sur les bagnoles, ça fait un moment qu'on bosse face aux Coréens de toute manière, donc c'est pas étonnant. Je veux dire, tout le monde savait que ça allait arriver. Donc il faut s'y préparer en fait. Qu'est-ce qu'on a fait nous pour s'y préparer?
Donc dans toute la première phase de Proditech, on s'est dit tiens on va faire des machines, c'est quand même mieux que de faire du projet spécial, on va faire des machines. Donc des machines d'inspection, il y a des besoins partout dans l'industrie, donc on a fait plein de machines. On était très contents, on était super forts à faire des machines, sauf qu'à un moment donné on s'est retrouvé à avoir chaque machine différente, pratiquement plein de modèles différents. Donc on s'est retrouvé à avoir un ensemble de machines finalement. Il n'y avait pas vraiment de stratégie produit et ces machines, chaque machine, on essayait de la revendre quand même, puisque l'effort de l'ingénierie pour faire ce type de machine est quand même très très grand. Mais à la fin, je me suis retrouvé en tant que dirigeant de la boîte avec des coûts non maîtrisés. En fait, ça a explosé, c'était juste impossible à faire. J'ai essayé de faire une gamme, mais impossible d'y arriver. J'ai essayé de faire de la qualité, impossible. Quand il y a une telle variété de toute manière de produits, vous pouvez faire les efforts qualité que vous voulez, on ne peut pas y arriver. Donc très très compliqué. Donc c'est à ce moment-là, en fait, 2011, où je me suis dit, moi je suis tombé là-dedans, dans le lean, et puis je me suis dit, tiens, il y a un système qui existe, ça m'a l'air pas trop mal, ça a l'air surtout très cohérent, donc je vais me lancer là-dedans. Donc on a démarré, un peu comme tout le monde, en production, en disant, qu'est-ce que ça veut dire faire du lean en production? Et la première des choses, ça a été de changer la façon de penser, en fait. C'est commencer à penser sur les problèmes. On a aussi parlé beaucoup toute la journée, mais c'est pas facile de dire toute la boîte maintenant doit penser problème. Donc le problème, c'est bien la base de l'amélioration. Donc on va devoir engager chaque collaborateur, rendre visibles les problèmes, s'arrêter aux défauts, réfléchir sur les causes, implémenter les contre-mesures, tout ce qu'on a vu. Donc ça, c'est très intéressant, c'est une partie quand même qui est difficile. Ça a fait bouger l'entreprise, puisque nous, au départ, on était une entreprise, ce qu'on appelait à l'origine faiblesse. Donc un bureau d'études, business model rêvé, on dessinait les machines, on les faisait produire à côté, et puis ensuite on les envoyait chez les clients. C'est une commande fournisseur, une commande client, une facture, et terminé, on recevait le cash. C'était le business model parfait. Sauf que ça fonctionnait pas, évidemment. Donc en fait, on a commencé à faire l'inverse, c'est-à-dire réintégrer chez nous. Donc, mais on a bossé comme ça pendant 25 ans. Hein. C'est pas juste. Donc il y a beaucoup de changements. On a réintégré la partie assemblage, mais il fallait faire forcément construire une équipe d'achat, une équipe logistique, une équipe de production en atelier. Et donc on a vraiment complètement fait l'inverse de tout le monde. En fait, on a réintégré toute la partie production chez nous. Mais on n'avait toujours pas vu l'essentiel en fait. L'essentiel, c'est la partie ingénierie. Donc l'impact à ce graphique il est intéressant, c'est-à-dire que c'est l'impact donc les coûts que vous mettez au départ, en fait, mais l'impact des problèmes qui sont générés au niveau de l'ingénierie. Si vous générez un problème au niveau de l'ingénierie, il va se voir très très tard, généralement chez le client, et donc les coûts explosent quand on a ça. Donc il faut absolument s'intéresser à l'ingénierie. C'est bien ce que nous dit Toyota aussi avec sa stratégie produit. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur l'ingénierie? Pareil, il faut commencer à dire aux gens, on va penser différemment. Donc, la première des choses qu'on a fait, c'est une photo, c'est marrante parce que ça ressemble à rien, mais vraiment, on a mis les gens dans une salle, on a sorti deux personnes, les deux meilleures de Proditech. On leur a dit, maintenant, vous vous mettez dans la salle et vous faites une espèce de chantier d'apprentissage. Donc, on va réapprendre ensemble à penser technique, en fait. Penser technique et technologie. On utilise des caméras, qu'est-ce que ça veut dire? On va descendre au fond de ce que ça veut dire avoir une caméra. Qu'est-ce qu'on achète? À l'époque, on achetait des caméras françaises, on comprenait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. On pensait que c'était les meilleurs du monde qui nous fabriquaient les caméras. C'était pas forcément ça. Donc on a cadré les gens en leur disant maintenant on fait un projet d'apprentissage de nos technologies. Donc ça a été assez intéressant, parce qu'on a appris beaucoup forcément. On a un peu pleuré, mais on a quand même rigolé. Le deuxième point d'apprentissage, on l'a vu tout à l'heure dans l'atelier de Rémi, c'est penser la valeur client en fait. Donc ça, quand vous êtes dans une ingénierie, c'est pas naturel. Les gens se mettent pas tout de suite à penser valeur client de mes fonctions. Donc on l'a vu. Donc là, c'est ce qu'on fait l'atelier. Vous allez reconnaître des choses. Il y a à gauche une matrice QFD qui est exactement le but de l'atelier, c'est-à-dire découper mon produit par fonction, comprendre le lien entre les fonctions, donc les valeurs clients, mes fonctions, et le lien entre les fonctions et le lien entre les technologies, finalement, où c'est que mon produit va être bon, où c'est que mon produit va être faible, où c'est qu'il amène de la valeur, où c'est qu'il n'en amène pas. La même chose, les radars de performance. Donc on commence à regarder son produit de façon complètement différente, parce qu'on commence à switcher la tête des ingénieurs en leur disant c'est quoi la valeur que tu produis en faisant vraiment ton travail d'ingénieur. Un troisième point d'apprentissage, de changement, en fait, c'est penser réduction des pertes. Donc on a vu, je veux réduire des coûts, je veux réduire de la perte. Qu'est-ce que ça veut dire dans la tête d'un ingénieur, réduire les pertes? Les ingénieurs sont pas du tout, en tout cas les miens, ils n'étaient pas du tout câblés comme ça. Et
quand ils sortent de l'école, ça je vous le confirme, j'en ai pas vu un qui sort de l'école en étant câblé comme il faut. Pourquoi? Parce qu'on leur apprend la partie gauche. Tout le monde, on sait qu'il y a des tolérances, il faut produire dans les tolérances. Qu'est-ce que ça veut dire produire dans les tolérances? C'est bon, mauvais. En fait, tout le monde est câblé en disant bon, mauvais. C'est pas ça qui nous intéresse en fait. Toujours pareil, même démarche. Ce qui nous intéresse, c'est réduire les pertes. Donc on a un idéal. Donc ça, c'est les courbes de Taguchi. On a un idéal qui est zéro. Je veux zéro de perte. Je n'y arriverai jamais. Par contre, je sais à quelle distance je suis de la perte. Quelle est ma perte? Donc je peux toujours travailler, faire du Kaizen sur mes pertes pour améliorer les choses. Donc ici, par exemple, à droite, ça s'appelle une fonction de perte. Donc je sais que par exemple, plus je vais aller vite, plus mon comprimé va être mal positionné, en fait. Donc je vais aller faire ces courbes, donc je comprends finalement l'espace de design de mes machines. Et ça c'est pareil, donc il faut entraîner les gens et les faire changer à penser perte plutôt que de dire ah tiens ma machine marche. Moi j'avais une expression, c'est les machines tombent en marche. Voilà, ça veut dire que ok le client l'apprend et puis s'il touche les choses pas comme on lui avait dit, les ingénieurs ils disaient le client il sait pas se servir des machines. C'est pas comme ça qu'on les a designées. Mais évidemment elles sont pas robustes, donc on génère du coût. Donc il faut regarder ça en fait. C'est vraiment comment on rend les choses très robustes avec beaucoup de valeur pour le client à moindre coût, donc plus de qualité à moindre coût. Donc ça c'est un exemple de résultat, c'est-à-dire qu'à un moment donné on va mesurer le résultat par de la diminution. Ça aussi c'est très Toyota. Non, nous on est câblé pour dire ah, ça mieux ça monte en fait. Là non c'est mieux ça baisse. Pourquoi? Parce que l'idéal il est zéro. L'idéal on n'y arrivera jamais, mais on se rapproche de l'idéal. Vous avez ici par exemple le ratio prix-puissance de nos cartes électroniques de traitement d'image, 100 images par seconde, il faut quand même y aller. Vous entendez tous ces problèmes de puissance aujourd'hui avec l'IA, mais c'est l'inverse qu'on fait. On construit des centrales nucléaires pour aller alimenter les cartes électroniques. C'est ce qu'on est en train de faire. La réalité, c'est qu'il faudra faire ça un jour, quoi. À un moment donné, c'est comment on fait plus de puissance pour moins, finalement, pour moins de prix, en fait, et moins de destruction aussi de l'environnement. Donc on le voit qu'on y arrive dès qu'on commence à travailler dessus. Ici, on réduit drastiquement les choses. Donc ça, c'est de la perte, en fait, ici. Quand je suis ici, je considère ça que c'est de la perte, donc je réduis ma perte. Et le dernier point, c'est qu'on apprend, finalement, à penser leadership et à penser collaboration, ce qui n'est pas non plus quelque chose qui est très, très bien établi en France. Donc il y a des OBA qui existent, dont vous avez entendu parler. La notion de chief engineer, c'est le leader sur le produit, donc il faut le développer lui aussi. Il faut lui apprendre à voir tout ça. Il faut lui apprendre à collaborer. Il faut le développer, on le voit sur le schéma de droite, personnellement. On ne va pas développer son leadership, on va développer sa capacité technique, mais ensuite il faut développer sa capacité à travailler en équipe. Et travailler en équipe pour la R&D, c'est assez simple, c'est savoir travailler avec la production. On l'a dit aussi, Rémi, tu l'as dit tout à l'heure, c'est la production devient le test de la R&D. Et donc là, on comprend pourquoi nous, à Proditech, on n'y arrivait jamais. Quand on pense que de toute manière, la production, c'est pas notre souci, en fait, on n'aura jamais une R&D qui tient la route. Donc tout ça, c'est lié, c'est bien ce qu'on disait, c'est un système. Donc pour pouvoir réduire les coûts et avoir une gamme ici comme on y a réussi, il faut vraiment, vraiment s'intéresser au contenu finalement du travail, notamment en ingénierie, mais aussi en production. Les deux sont liés en fait, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Donc c'est bien, une fois que donc ça c'est un exemple de la gamme pharma qu'on a essayé de rationaliser, mais on est encore en train de travailler dessus. Je comprends ma valeur client, pour le coup là ça va être la cadence, la flexibilité de machine et le prix. Je vais toujours réduire mes coûts et augmenter la qualité, donc il y a un aspect modulaire. Comment je retrouve mes éléments dans chaque machine, donc ça c'est beaucoup de travail, c'est une façon de penser complètement différente. Comment j'innove sur chaque module après derrière. Donc Kaizen, Kaizen, Kaizen sur chaque module. Et derrière, je ne vais pas penser projet, comme j'avais ma boîte qui était vraiment câblée projet, je vais penser flux d'évolution de produit. Donc c'est bien ce qu'on voit à Toyota avec sa Corolla, qui ne lâchera jamais sa Corolla. Peut-être un jour ils diront on arrêtera. Aujourd'hui, ils continuent en tout cas. Donc c'est très très différent de tout ce qu'on voit chez les autres en fait, qui sont capables de partir à droite, à gauche, d'inventer des nouveaux trucs parce que c'est beau, parce que c'est nouveau. Mais c'est une philosophie complètement différente. En fait. Donc ils nous le disent bien. Good thinking, good products, making things means making people. Donc là, on comprend. Donc c'est bien du développement du capital humain, mais c'est ce qu'il y a derrière, c'est aider les gens à changer la façon de penser. C'est pas juste tiens, tu vas être meilleur parce que je vais te faire de la formation. Ça n'existe pas. Donc évidemment, la marche est quand même assez haute. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en Europe? Donc il y a des grandes incantations là tous les jours sur il faut réindustrialiser, 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 mais
la réalité, elle est quand même un peu plus basique, c'est quel choix finalement on a en Europe. Donc, on peut aller essayer de rapatrier de la production de masse là. Donc, est-ce que font les Chinois? Ça va être un petit peu compliqué. On a quoi? On a le luxe. On est très très fort en France sur le luxe. Le problème, c'est vous faites des produits très chers qui s'adressent qu'à un certain nombre de personnes qui ont le loisir d'acheter du luxe, c'est très bien. Alors sinon, on peut partir sur l'artisanat aussi. Donc c'est ce qui se passe ici. Vous voyez en bleu ici le nombre de créations d'entreprises en France, des entreprises unipersonnelles. Donc les gens considèrent que de toute manière, on n'a plus d'industrie, donc on va travailler chacun chez soi pour aller, je sais pas, faire du projet, etc. Bon, ça marche, hein. Il y a des gens qui s'en sortent très très bien, mais ça fait pas vivre le pays en fait. C'est pas possible. Dernier point, je vous l'ai mis aussi, parce que je travaille quand même pas mal avec les instances, la française, européenne, sur tous les développements de projets, mais on les voit, ils sont toujours orientés projet. En Europe, on pense qu'il faut trouver la dernière innovation de rupture qui va faire qu'on va se sortir de tout ça. Et donc, on va financer. Il y a énormément d'argent qui est mis là-dessus. C'est un projet, un projet, un projet, nouveau projet, nouveau projet. Alors, la réalité, c'est que ce qu'on voit avec Toyota, c'est pas ça en fait. Donc Olivier va nous en parler, je pense, un peu plus, un peu plus en détail, mais on voit bien que le Lean et le TPS, ça devient une stratégie de compétitivité par de l'artisanat à l'échelle grâce au développement du capital humain, c'est-à-dire le changement de pensée des personnes dans l'entreprise. Et ils nous le disent, hein, tout ça c'est marqué. Donc Monozokuri Making Products, l'artisanat, l'art de fabriquer des produits avec soin, la précision, tout en s'améliorant de façon continue. Ito Zukuri, Making People, le développement des personnes avant tout, de meilleures personnes créent de meilleurs produits. Koto Zukuri, tout ça, ça marche que si on a un sens sur les produits qu'on essaye de mettre en place. Voilà, donc la marche est quand même haute, hein, donc c'est pas tout ça, c'est pas facile, ça se travaille. C'est, vous l'avez compris, c'est développement du capital humain, c'est vraiment des changements de pensée, de façon de faire, de façon de penser. Donc c'est ça qu'il faut faire tous les jours. C'est ça qui est difficile avec le lean. C'est pour ça que la marche est des fois un peu haute et qu'il y a plein de gens qui n'y vont pas. Donc là, vous êtes là pour confirmer l'inverse. Donc c'est très très bien. Et si vous voulez continuer, je vous propose aussi d'adhérer, de continuer avec l'Institut Lean France. Donc le Lean Tour fait tout son boulot. Le Lean France, l'Institut Lean France propose des académies. On l'a vu aussi, des webinaires. Je vous ai mis des auteurs qui écrivent énormément de livres. Il y a un petit sondage à l'entrée. Et retenez la date pour le 2-3 juin de l'année prochaine, un Lean Summit qui a lieu tous les 2 ans, qui permet d'assister aussi à des conférences avec des chefs d'entreprise qui mettent tout ça en œuvre au quotidien. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Oui, bonjour. Ah, voilà. Tu as entendu la présentation de Christophe? J'ai entendu la présentation, oui. Oui? Très bien. D'accord. Donc l'idée, c'est d'engager entre vous deux une discussion. Moi, je vais commencer, je suis là juste pour démarrer un peu la discussion et puis relancer si nécessaire, mais je ne pense pas que ça soit nécessaire. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as écrit un livre en 2023, la première version, alors qu'il y a déjà des tas de livres sur le Lean et qu'on pourrait penser que bon, on a déjà tout vu? Bien, en fait, moi, ce que je voulais faire, c'est vraiment partager mon expérience après avoir travaillé chez Toyota. Parce que quand on travaille avec des organisations, euh, c'est très difficile d'avoir les moyens de pouvoir comprendre de façon précise ce que Toyota fait. Donc, je voulais le diffuser. C'est pas facile en fait de faire du lean. Ça demande beaucoup d'attention, ça demande de la patience, ça demande un certain confort avec l'ambiguïté, surtout au départ, parce qu'il faut changer la culture. Donc, il y a l'aspect humain qui est un petit peu difficile. Les gens comprennent pas forcément. Il faut avoir de la patience. Et donc, les gens en fait où les compagnies en fait se retournent sur des outils qui sont déconnectés de l'ensemble de la méthode. Alors moi, ce que je voulais faire, c'est vraiment écrire un livre ou 2 livres, enfin au premier tour c'était un livre, maintenant c'est 3 livres, qui vraiment donnent l'aspect système avec tous les éléments qui sont importants pour pouvoir réussir. Donc il y a l'aspect humain qui est fondamental, mais il y a aussi un aspect technique qu'il faut comprendre
que Christophe en a parlé, hein, de faire beaucoup de gammes et chacune indépendante de l'autre, ça devient difficile. Et surtout la partie philosophique. Parce qu'en fait, la philosophie de Toyota, c'est le guide de l'application humaine et le guide de l'application technique. Et sans comprendre cette philosophie, c'est facile de faire des bêtises. C'est facile de se tromper et de perdre du temps. Donc voilà, c'était mon objectif, en fait, moi, de partager d'une façon très honnête, parce qu'en fait, moi, j'invente rien. Hein, je dis simplement ce que j'ai compris de chez Toyota, la façon dont il fonctionne. Oui, dans le premier tome, moi, ça peut être un moyen de lancer une discussion. Moi, ce qui m'a surpris, je pense qu'il y a des choses très 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 nouvelles dans le livre que tu as écrit, qui n'ont jamais été dites ou écrites. En particulier, cette notion d'hostilité au compromis, de ne pas accepter des compromis. Tu peux développer ce sujet ou... Oui, absolument. Donc, dans nos méthodes de pensée un peu cartésiennes, européennes, on pense toujours qu'il y a un optimum, c'est-à-dire que... alors attendez, hein, parce que il faudra que je l'explique en français, ça. On cherche un optimum, c'est-à-dire que quand on cherche une solution à un problème, on va avoir un compromis, on va peut-être améliorer quelque chose, mais peut-être que quelque chose d'autre va pas forcément marcher correctement. Donc il y a une espèce qu'on appelle un compromis économique. Un exemple de ça, par exemple, ce serait quand on achète une action en bourse, pour avoir un retour sur investissement important, il faut prendre un risque. Donc le retour c'est bien, mais le risque c'est pas bien. Il y a toujours un contre. Ou par exemple quand on prend une drogue pour une maladie, quelquefois il y a des effets secondaires qui sont pas bien. En France, drogue, enfin, c'est médicament. Hein. Je précise qu'en... Et alors, en fait, Toyota, lui, s'attaque à la source du problème pour éliminer le compromis. Et on le voit très bien. Pour éliminer le compromis. Donc, dans nos industries mondiales en ce moment, c'est sûr qu'on a une croissance économique que que living standards, comment ça se dit en français ça? Living standards, que notre niveau de vie augmente à cause des produits que nous créons, mais en même temps, ces produits peuvent créer de la pollution, c'est-à-dire des coûts externes qui sont pas contrôlés, par exemple la pollution ou même la dette. Donc Toyota s'attaque toujours à pouvoir faire un produit ou une action qui ne produise pas des effets secondaires négatifs. Et donc c'est résoudre le problème pas au niveau d'une courbe optimale, mais d'éliminer le problème à la source. Alors pratiquement une des choses les plus importantes que Toyota a réalisées, en fait, ce sont les temps de changement. Quand on a beaucoup de séries sur une ligne de montage, par exemple, quand on change d'un produit à un autre, on s'arrête de travailler. Quand on s'arrête de travailler, les machines ne travaillent pas, donc il n'y a pas de rendement sur la machine, donc c'est du coup de l'argent. Donc on a tendance à faire des gros lots. Mais le problème, c'est que le gros lot augmente le lead time de production. Et donc, quand on a un long lead time de production, ça compromet les flux de trésorerie. Donc, on fait peut-être un profit parce qu'on réduit les temps morts, les temps où les machines et les gens ne travaillent pas, mais en même temps, on compromet les flux de trésorerie. Donc, vous voyez, c'est un exemple très précis ici de compromis financier, par exemple, au niveau de l'entreprise. Alors, Toyota, en éliminant le temps de changement, n'a plus besoin maintenant de compromettre le flux pour avoir un profit. Donc, il y a une réconciliation, en fait, de ces paramètres qui étaient en conflit avant, parce qu'ils ont résolu le problème à la base, fondamentalement. Ça, et ça, faut comprendre ça. Donc ça, c'est. J'ai un exemple, Olivier, juste, je peux revenir sur ce que j'ai fait dans la présentation où je montre la réduction de pertes sur les cartes électroniques. En fait, on a divisé le prix par 10 pour multiplier la performance par 4 ou 5. Ce qui en fait a changé complètement le design de nos machines. Moi, j'utilise plutôt le mot optimisation en fait. Moi, je suis allergique en fait à l'optimisation, parce que dès qu'il y a quelqu'un qui me dit optimiser quelque chose, je sais qu'on n'a pas fait l'effort préalable de bien comprendre ce qu'on fait. Donc je me dis on va aller faire une connerie en fait, forcément. Et donc quand je revois mes designs produits avant, on ne faisait que de l'optimisation. Par exemple, j'avais une caméra qui regardait 2 fils parce que les caméras c'est cher.
Et donc les optiques c'est cher, donc on va mettre une seule caméra pour voir plein d'objets. Et donc forcément, mon design c'était difficile à faire bouger puisque tout était corrélé. Et ma qualité c'était difficile à avoir puisque je séparais mon capteur de caméra en deux, donc j'avais moins de qualité. Le fait de diviser par 10 le coût d'une caméra, en fait, m'a divisé mon coût de l'image drastiquement. Et donc aujourd'hui, on a mis 48 caméras. C'est-à-dire qu'on est capable de faire de la répétition sur chaque petit composant qui est la caméra et la carte électronique en fait. Et donc on a cassé l'optimisation qui permet de faire le Kaizen après derrière, de continuer à réduire toute la chaîne. Parce que là, je la comprends parfaitement en fait. Et dès qu'on dit, OK, maintenant je vais faire de l'optimisation, on va poser la question, est-ce que c'est bien une optimisation globale que tu fais ou alors est-ce que c'est juste tu veux m'optimiser. Alors la dernière c'était de dire OK, on avait fait un super saut technologique pour analyser du comprimé et sur la même machine il faut analyser de la capsule. C'est pas le même objet, par contre ça passe sur la même machine. Et donc le premier truc qu'ont fait les ingénieurs, c'est dire on va modifier le poste de comprimé pour adapter le poste pour qu'il puisse faire à la fois du comprimé et de la gélule. Donc à un moment donné, j'aurais dit mais on vient juste de faire l'effort extraordinaire d'arriver à un niveau top et la première des choses que vous me faites, c'est me baisser le niveau de qualité parce que vous faites de l'optimisation. Oui, ils ont dit ça rentre pas dans la machine de mettre les deux postes. On a dit exactement ça, on a dit ça, on touche pas la machine, on va faire rentrer dans la machine. Ça devient un nouveau problème, c'est comment on fait rentrer le poste dans la machine, plutôt que le problème avant était de dire comment j'optimise. Donc au niveau technique, on peut avoir ce raisonnement, c'est ça qui est intéressant, pour ça je dis, Olivier là, de façon globale sur l'entreprise en fait, mais en fait c'est exactement le même raisonnement quand on vient au niveau de détail d'un point technique particulier de travail sur le terrain avec les personnes. Olivier, justement, je prends la suite. Tu développes énormément l'opposition entre l'efficience locale et l'efficience globale. Pour reprendre individuel et total, oui. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé l'exemple que Christophe a pris parce qu'en fait, il faisait une optimisation au début de l'organisation. Il faisait une optimisation sur la machine, mais au compromis du manufacturing, de l'assemblage. Et vous avez complètement changé la pensée. Ce que j'ai compris dans la présentation, c'est qu'en fait, vous avez pris deux ingénieurs qui étaient très forts et vous avez fait un test en disant, OK, vous allez faire une machine, mais est-ce qu'elle peut être manufacturée, fabriquée? Donc, en fait, c'était un test important. Et donc, tu as fait raison, Christophe. On parle d'une efficacité globale ou totale. C'est-à-dire pas une efficacité individuelle. Et c'est sûr que on a tendance quelquefois à prendre un petit morceau du problème et de le résoudre, mais indépendamment du reste. Et bon, parce qu'on le fait indépendamment du reste, eh bien, on crée des externalités négatives au niveau des coûts, au niveau de la qualité. Oui. Et on voit bien que... Oui, vas-y. Non, vas-y. Non, je revenais sur l'efficacité, efficience globale, efficience locale. On voit bien qu'à chaque fois qu'on parle, par exemple, de flux continu pièce à pièce, en France, les gens hurlent en disant mais là, on va perdre de l'argent, etc., etc. Ils ne voient pas l'intérêt de faire du pièce à pièce et du flux continu. Oui, parce qu'en fait, on ne voit que le profit et pas le flux de trésorerie. Le flux de trésorerie est très très important. La plupart, en fait, je sais pas si les gens là sont avec des startups. Ça me paraît être des gens jeunes, donc peut-être qu'il y a des startups. Les startups, la plupart des startups ne marchent pas à cause du fait du flux de trésorerie. À un moment, il n'y a pas assez d'argent pour payer les factures et on ferme la boîte. C'est pas simplement les startups, hein, je te rassure. Dans ce problème-là, il y a qu'à voir les nombres de boîtes qui ferment en ce moment. Et alors cette notion d'efficacité globale ou d'efficience globale, elle est pas seulement technique, elle est aussi humaine, parce que quand la révolution industrielle s'est faite dans les années, au 18e, 19e siècle et tout ça, eh bien, on a isolé l'individu. L'individu, en fait, n'est devenu pas important. C'est la machine qui est devenue le plus importante. Et on a compromis la nature de l'homme, la nature de l'humain, qui est une nature créative et on l'a mis dans un contexte industriel qui n'est pas créatif, qui est mondain. Et donc, il y a une contradiction fondamentale entre la nature de l'homme et la nature et les demandes industrielles. Et ce que Toyota a fait, qui était très 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 puissant en fait au niveau managérial,
c'est qu'il a on a recréé, il a réussi à recréer un côté de réintroduire l'expertise et l'artisanat dans un contexte industriel. Donc, d'éliminer le conflit entre la nature de l'industrie, de la grande industrie, et la nature de l'homme. Vous me suivez? Et donc, quand on a bien vu d'ailleurs sur des photos que Christophe a montrées, on disait craftsmanship, artisanat ou craft, hein, je crois que il y avait quelques mots comme ça. Donc, c'est la réintroduction du savoir-faire. Et on voit bien dans toutes les photos que tu as montrées, Christophe, c'est la réintroduction du savoir-faire. C'est le contraire de ce que les grosses entreprises industrielles sont en train d'essayer de faire. C'est le contraire du taylorisme. C'est-à-dire d'enlever la connaissance pour payer les gens moins. Là, chez Toyota, c'est le contraire. On veut justement augmenter la connaissance, augmenter la capacité de la personne à penser et à faire du travail. Donc, c'est-à-dire de lui donner les moyens de se développer de façon individuelle, mais aussi de façon en équipe. Donc, c'est vraiment le contraire du taylorisme qui veut faire en sorte que on laisse notre cerveau à la porte de l'usine, quoi. Oui, en fait, un commentaire au sujet de ce que vous dites, en fait, tous les outils Toyota sont paradoxaux. Par exemple, Landon, dont on a parlé aujourd'hui, qui consiste à s'arrêter au défaut, là aussi, les gens, par exemple, Isao Yoshino, qui avait formé les Américains de NUMI à l'époque, raconte que les gens de GM disaient mais non, arrêtez une ligne, mais si on arrête une ligne dans notre usine, on se fait foutre à la porte. Alors qu'ils ne comprenaient pas, et c'était l'objet de la formation qu'ils ont subie au Japon, que arrêter la ligne, ça permettait in fine, en s'arrêtant à tous les défauts, d'améliorer le flux. Il y a aussi, il y a aussi une vision du travail quand même radicalement différente à ce que je vois, et bon, je l'ai même chez moi, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on n'est pas dans un mode de ligne, en fait, soit on est dans des modes de process généralement, hein, c'est l'autre côté, c'est je vais mettre un process qui va diriger le travail. Généralement, le process, il n'est pas bien dimensionné pour l'ensemble des cas que l'on va retrouver avec l'ensemble des cas individuels de clients qu'on va avoir qui ont des demandes particulières. Donc, les gens sont laissés à se débrouiller, en fait. Et ça, c'est vraiment très, très typique. Quand on a le regard, on voit tout de suite les personnes qui sont laissées seules se débrouiller. Et à la fin, on a des personnes qui tirent une fierté d'arriver à se débrouiller, en fait. Quand on vous laisse dans cet environnement, de toute manière, il n'y a pas le choix. À un moment, il faut bien être fier de son travail. Donc, on est fier de s'être débrouillé, de s'être sorti d'une situation, un peu tout seul ou en équipe, d'une situation qui n'aurait pas dû arriver. Et en fait, on recommence. Et donc, le travail devient une suite de je me débrouille, je suis content parce que j'ai réussi, on a réussi à se débrouiller, à se sortir. Mais c'est pas du tout ça qu'on demande, en fait. Là, quand on veut réduire les pertes, on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se débrouille, c'est juste un coup. Donc, si on peut pas être fier de juste avoir dépensé quelque chose alors qu'on aurait pu ne pas le dépenser. Donc, la fierté du travail est complètement aussi à un autre endroit, et elle redevient sur la partie technique, là où je suis d'accord, c'est qu'on doit être fier de faire du bon travail avec de la technicité du travail, c'est-à-dire d'aller dans la profondeur de son travail. Et c'est vrai pour n'importe quel travail, on peut retrouver de la technicité. Il n'y a pas un exemple que je connais où si on creuse pas le truc, on peut pas aller plus loin, en fait. Donc ça, donc le lean oriente vraiment le travail sur quelque chose d'autre qui permet de gagner. Finalement, tout le monde y gagne. Le collaborateur y gagne, l'entreprise y gagne, le client y gagne. C'est ça qu'on va chercher. Je propose qu'on pose des questions, enfin, demande à la salle de poser des questions, ou alors tout est parfaitement clair et c'est ce que vous faites là tous les jours, ou alors vous avez quelques questions en vous demandant mais qu'est-ce qu'ils nous racontent ces gens-là avec leurs choses bizarres. Est-ce que vous avez des questions? Ou alors on vous laisse 2 minutes, on continue à parler à N'hésitez pas. et puis on vous laisse 2 minutes pour réfléchir à des questions? Non? On va revenir. Alors tout ça me... Michael, donc Société John Deere, coordinateur amélioration continue. Enfin, tout ça me fait rêver, enfin, j'entends plein de choses. Par contre, quel serait le levier pour moi ce soir
raconter ma journée à mes enfants. J'entends par là, donc l'Institut Lean France nous aide régulièrement dans l'entreprise, mais il n'est pas dans mon foyer. C'est-à-dire que l'éducation apporte beaucoup. Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est le management? Est-ce que c'est la vie en France? Est-ce que c'est s'expatrier aux États-Unis ou aller bosser chez Toyota ou chez vous, monsieur? Qu'est-ce qui pourrait m'aider, moi, demain ou dans les années à venir pour que notre civilisation travaille un peu mieux? Alors, les bouquins, c'est très intéressant. Vous faites le job, vous êtes là aujourd'hui, non? Oui. Vous écoutez toutes Mais les comment conférences, je peux, vous avez même été sur scène pour présenter. Porter cette parole, est-ce que vous auriez un petit en fait, le lean, tout ça, tout ce qu'on raconte là, c'est juste un chemin en fait. Hein. Donc nous, en tout cas, Olivier et moi, je pense qu'on est dans la même chose. Olivier l'a dit, c'est on souhaite partager finalement l'expérience que l'on a. Chacun a son chemin. Je pense qu'il y a vraiment pas deux chemins identiques. Chacun a son expérience. Nous, moi, je me suis retrouvé dans cette entreprise à changer parce que j'avais plein de problèmes qui sont pas les mêmes problèmes que les autres, mais qui me permettent d'avancer dans la compréhension. Et Olivier avec ses livres, moi avec ma conf, j'essaie de pas juste partager là où j'en suis aujourd'hui, finalement, pour que vous en profitez ou non. Je sais pas, c'est à vous d'en faire quelque chose, de construire votre propre chemin. En fait, il n'y a pas d'autre chose que ça, en fait. Donc les bouquins, le bouquin, quand on parle de bouquin, c'est juste, je suis là. Est-ce que le bouquin me fait avancer d'un mètre ou d'un centimètre, même c'est parfait, même un centimètre. C'est juste parfait. Donc en fait, c'est juste ce qui compte, c'est pas là où on est. Ce qui compte, c'est est-ce que j'avance en fait, puisque chacun avance dans un contexte particulier, donc on peut absolument pas comparer les personnes là où ils sont, comment ils avancent, avec qui ils avancent. Il y a absolument aucune, il n'existe pas de recette magique, ça n'existe pas en fait. Donc c'est le but de ces événements. On peut remercier, je pense, tout le monde, tous les organisateurs d'avoir organisé ça. Ça c'est fait pour ça en fait, que chacun puisse prendre un petit peu pour avancer dans son propre chemin de cette compréhension, parce que c'est des choses intéressantes. Après, il y a plein d'autres chemins qui existent, qui sont pas du lean. Il y a un chemin dont tu viens de parler en quelque forme, en filigrane, c'est les livres. Je pense qu'il y a, en France, c'est très difficile de dire aux gens, mais vous savez pas tout, essayez de, si vous voulez aller dans cette direction, essayez de lire des livres. Michael Ballet qui fait de la provocation, il dit tant que tu n'auras pas lu du livre, je ne discute pas avec toi. Bon, non, je la provoque, c'était pour dire aux gens, mais lisez des livres comme celui d'Olivier ou d'autres, parce qu'il y en a qui sont en France. En France, on est parmi les instituts du monde entier qui éditent le plus de livres. Même peut-être celui qui édite le plus de livres. Ah, c'est sûr. Ah, plein de livres, on a créé une collection chez l'Armatan. Oui, mais ça c'est le premier tome, hein, il est tout petit. Le deuxième est 3 fois plus gros et le troisième il est à peu près. Olivier, tu as peut-être un autre conseil à donner. Moi, j'ai donné mon avis, mais tu as peut-être un autre avis que tu peux nous partager aussi. Comment on avance? C'est intéressant la question, je trouve, parce qu'en fait, l'élimination du gaspillage, elle est partout. Elle est pas seulement, bon, c'est vrai que nous, là, on parle de l'entreprise, mais l'élimination du gaspillage, elle doit être partout, même à la maison. Et en fait, j'ai l'impression, étant partie de l'Europe, étant partie de la France, et maintenant vivant aux États-Unis, et j'ai voyagé dans tout le monde entier, que l'Europe, en fait, devrait être presque au niveau de la culture et l'éducation mieux placée que tout le reste du monde. Enfin, peut-être pas mieux placée que le Japon, peut-être pas mieux placée que quelques pays d'Asie, mais en fait bien placée au niveau de ce raisonnement de l'élimination du gaspillage, qui n'est pas en fait du tout le nouveau monde. D'ailleurs, quand Michael Ballet, d'ailleurs, si vous lisez le forward, la préface que Michael Ballet a fait, il en parle de ça. D'ailleurs, j'ai été obligé de le faire un petit peu moins fort dans la traduction anglaise, mais parce qu'en fait, l'élimination du gaspillage, elle est partout. Elle doit pas être que dans l'entreprise, elle doit être partout. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est la troisième notion dont j'ai pas encore parlé. La première notion, c'était dans l'entreprise de réconcilier le flux de trésorerie avec le profit, et puis de réconcilier la nature humaine créative avec les travaux, le travail mondain de l'entreprise. Mais la troisième grande innovation de Toyota, c'est de réconcilier la croissance économique avec ce qu'on appelle environmental stewardship. En français, on dirait avec l'environnement. Comment on dirait ça, hein? Avec l'environnement. Parce qu'en fait,
dans notre société de consommation ici, on ne sait pas où on va en fait avec la pollution, avec le manque d'énergie et les effets de la consommation d'énergie, on a des problèmes. Donc, en fait, c'est pas forcément, on n'a pas forcément besoin de parler du lean seulement au niveau de l'entreprise. On devrait le parler au niveau de la société. Et je trouve que la France, l'Europe, est probablement mieux placée pour comprendre ces choses au niveau de sa culture que d'autres pays et surtout les États-Unis. Bon, il faudrait que tu reviennes en France pour voir un peu le Gemba. Bon, écoute, c'est vrai que je suis parti il y a 35 ans, hein. Mais bon, Oui, et puis Je voulais rebondir par rapport à l'intervention de la personne qui travaille chez John Deere. Donc moi, je suis Elisabeth Lopez, je travaille dans la logistique industrielle depuis 2 ans, suite à une reconversion professionnelle. Donc j'ai repris des études et effectivement, le Lean, enfin voilà, j'ai vraiment, depuis 2 ans, le pied, on va dire, en théorie, dans le Lean. Et par rapport déjà à cette journée de formation, enfin, cette journée ici, je me sens rassurée parce que tout ce que j'ai pu apprendre, enfin, et la philosophie dans laquelle je suis, ça me rassure, disons que je suis sur le bon chemin. Le souci, c'est que demain, quand je vais retourner dans mon entreprise, j'ai pas le sentiment qu'il soit dans la même philosophie que moi, en fait. Et donc, du coup, je me sens un peu frustrée ce soir en disant, je sais que je suis sur le bon chemin, je sais que je pense comme il faut, mais comment après, dans l'entreprise, je vais, alors, ou le faire vivre, ou me battre pour le faire vivre. Et c'est ça le souci. C'est, est-ce que je continue dans cette entreprise globalement, ou est-ce que je vais aller chercher une entreprise qui vit vraiment le Lean, dans lequel je me sentirais finalement mieux. Et c'est ça qui est compliqué. En fait, vous mettez le doigt sur un problème fondamental, c'est la position des patrons. On voit bien qu'en France, les entreprises qui réussissent à être dans le Lean, qui réussissent leur business, sont celles qui, effectivement, dont le patron a adopté le Lean comme système de pensée. On en connaît quelques-uns, hein. Et donc même des entreprises importantes, et que vous trouvez d'ailleurs dans les livres pour vous parler. Souvent, quand il y a une expérience intéressante, ça donne lieu à un livre qui est nickel avec les patrons, soit dans les hôpitaux, dans l'agroalimentaire, dans l'automobile, avec Aramis Auto, etc. Il y a quand même, il faut arriver à convaincre des patrons. C'est-à-dire, sans le patron, c'est vrai que c'est difficile. Voilà, on revient sur l'aspect systémique de tout ça. Et sur ce que disait Olivier, c'est pas des outils du tout. Les outils sont là pour supporter le changement de pensée, mais le changement de pensée, il doit être complet dans l'entreprise. Sinon, on voit bien en fait, c'est quand même, moi j'utilise toujours ces pensées à l'envers en fait. C'est quand même vraiment un schiste à 180 degrés. C'est pas je modifie un petit peu ma façon de penser. C'est quand même, donc ça ne vient pas d'un coup, c'est pas possible, mais il faut quand même que tout le monde soit aligné pour pouvoir avancer dans le même chemin. Donc ça reste, ce que vous dites, ça reste, c'est connu, ça reste un sujet. C'est pour ça que il n'y a pas énormément d'entreprises qui aujourd'hui se lancent, mais il y a de plus en plus de patrons quand même qui s'intéressent dans tous les domaines. On a des gens dans la tech, on a des gens, enfin il y a pas de, on a des gens dans la santé. Des gens qui s'occupent des handicapés qui sont pas autonomes, voilà. En fait, donc oui, d'aide à la personne. Donc en fait, il n'y a pas de secteur d'activité particulier, on va dire, pour mettre ça. C'est vraiment une façon de penser et surtout une volonté. Encore une fois, on l'a vu, on a un certain nombre de choix. Quand je parlais des coûts et des différentes façons de traiter les coûts, c'est un choix de l'entreprise, c'est un choix de la direction. C'est pas, on subit pas. Les directions choisissent d'aller vers là. Donc à partir de là, les choses sont assez claires finalement. Quand le président choisit d'aller à droite, ceux qui veulent aller à gauche, c'est plus dur. C'est juste plus dur. Je ne sais pas si ça existe de pouvoir faire changer un patron, mais c'est compliqué. Olivier, un dernier mot? Oui, c'est sûr que vous avez, je vous comprends. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont pas forcément complètement encore, qui comprennent pas encore ce que c'est que le lean, mais il faut mettre ça dans un contexte historique. On a quand même 6000 ans d'artisanat, 300 ans de ce qu'on appelle le mass production system, de production de masse, de grosse, et seulement à peu près entre 50 et 70 ans du lean. Donc en fait, c'est une méthode qui est très très récente
et de changer. Les changements ne se font pas très vite. Ça prend du temps à pouvoir changer les cultures, changer tous les gérants d'entreprise maintenant, enfin les CEO, les gérants d'entreprise, ils ont mon âge et quelquefois ils ont appris à avoir du succès avec des modèles de pensée qui sont différents. Donc en fait, c'est les générations à venir qui sont celles à développer pour qu'ils comprennent comment penser différemment de ce que nous avons pensé depuis 300 ans, quoi. Donc il y a un changement de culture à l'entreprise, mais aussi à la société. Et ça prendra du temps. Il y a aucun problème. C'est vrai. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même un chemin, a priori. Donc ça, c'est quand même intéressant. En plus, il y a des gens qui s'y intéressent. Vous êtes là pour témoigner. Donc c'est difficile, on le sait, de toute manière. Mais bon, les chemins faciles, ils ont déjà été pris. Hein, je vous le garantis. Et il y a des forces mondiales qui sont contre le lean. C'est sûr que les consolidations mondiales, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont contre le lean. Des choses institutionnelles, les finances, par exemple, hein, juste la façon dont nous regardons les finances, les économies d'échelle, toutes ces choses-là sont contre le lean. Donc il y a vraiment un côté culturel et un côté développement de l'humain qui va être nécessaire et ça prend du temps. Et paradoxalement, le lean est quand même la partie qui permet la plus de résilience. Quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui avec les changements avec Trump, les tarifs, etc., l'IA qui arrive, qu'est-ce que ça va faire? On nous promet que l'IA va tout remplacer. Enfin, si vous regardez l'IA avec un spectre juste lean, de dire je veux de la qualité, de la précision, on est quand même encore très très loin. Ça fait beaucoup de choses vachement sympas, mais la qualité, je l'ai pas vue, et la précision, elle y est pas du tout. Donc en fait, c'est assez marrant de regarder comment ça va évoluer. Est-ce que ça va évoluer vers plus de qualité, plus de précision? Là, on est en train de dire les grands modèles de langage, pour gagner un peu de précision, il faut faire x10 sur la puissance de calcul. x10, et demain, si vous gagnez le deuxième pourcent, il va falloir faire x100. Donc on va mettre combien de centrales nucléaires pour alimenter, pour gagner 1% de précision sur un truc qui est pas précis. Donc ça pose plein de questions. Donc ça permet aussi d'avoir un regard, alors à tort ou à raison, encore une fois, mais on a un regard différent sur ce qui nous arrive. C'est pas pour ça qu'on va pouvoir influer sur les choses, mais on peut être des fois un peu plus serein et prendre aussi des bonnes décisions dans les entreprises par rapport à ce qui nous arrive, où on se sent souvent submergé. Ça va trop vite, en fait. Donc on peut pas comprendre. Mais quand on prend un peu de recul sur les points de base, hein, tout ce qu'on est en train de dire, comment je développe mes collaborateurs, comment ils vont faire du Kaizen, comment je vais faire du Kaizen à l'IA, j'en sais rien. Surtout que l'IA, elle est entraînée avec toute la pensée non lean. Donc comment elle va faire pour faire du Kaizen sur la pensée lean? Tout ça, c'est des questions, hein. Mais on voit bien que c'est pas juste une incantation de ça va juste remplacer tout le monde. Oui, dans certaines entreprises, cost cutting, ça va aller vite. D'ailleurs, c'est déjà parti. Pour faire une analogie, tu sais, dans l'entreprise, on a fait de l'amélioration, seconde par seconde, un problème par un problème, un par un, doucement. Et probablement dans la société, c'est pareil, une entreprise par une entreprise. Ok, on va finir sur ce message positif. Pardon? On va finir sur ce message positif, je disais, Olivier. Je ne comprends pas. On finit sur le message positif, de dire on va attaquer un problème par un problème et on va avancer comme ça. Voilà. Mais c'est comme ça en fait qu'on commence. Comme moi, quand je travaille avec des organisations, c'est comme ça. On va sur l'atelier. D'abord, on fait un petit peu, on essaie d'identifier où est-ce qu'est l'opportunité la plus grande, et après, c'est quand même de commencer. Il faut commencer. Il faut commencer. Et c'est le côté entrepreneur peut-être qui manque un peu, je sais pas, à la France. Mais il faut commencer, aller sur l'atelier et commencer quelque chose. Même si vous ne savez pas exactement où vous allez et comment le faire, c'est le fait de commencer que vous allez comprendre comment continuer. Absolument. Merci Olivier. Et puis merci Olivier. À très bientôt. Merci.